Au crépuscule du XIXe siècle, la France respire encore l'odeur du progrès et de la vapeur industrielle. Mais dans les replis oubliés du Languedoc, certains villages demeurent figés, prisonniers d'un temps révolu où les superstitions règnent encore sur les esprits simples. Roquemaure s'étire le long du Rhône, ses maisons de pierre blanche reflétant la lumière déclinante d'un soleil d'automne. Les ruelles étroites serpentent entre des façades lépreuses où le lierre grimpe comme des veines noires. Le clocher de l'église domine la vallée, sonnant les heures d'une voix grave qui résonne contre les collines arides. En cette année 1897, le village connaît une prospérité modeste grâce aux vignobles qui tapissent les coteaux. Les hommes travaillent la terre de leurs mains calleuses, leurs visages burinés par le soleil et le mistral. Les femmes portent encore le costume traditionnel, leur châle noir couvrant des épaules courbées par le labeur quotidien. On parle ici un français teinté d'occitan, une langue aux consonances rudes qui semble sortir de la terre elle-même. Au-delà du dernier rang de maisons, un chemin de terre battue monte vers les hauteurs. Il serpente entre les vignes abandonnées, franchit un petit bois de chênes tordus par le vent, avant d'atteindre une bâtisse isolée. La demeure Fontaine se dresse là, massive et silencieuse, comme une sentinelle oubliée surveillant la vallée. Ces murs de pierre grise sont percés de fenêtres étroites, toujours closes, leurs volets de bois mangés par les intempéries. Le toit de tuiles romaines s'affaisse par endroits, laissant deviner une charpente fatiguée. Une odeur particulière flotte autour de la maison, mélange de pierres humides, de bois moisi et de quelque chose d'indéfinissable, d'âcre, qui prend à la gorge. C'est dans cette demeure que la famille Duchamp s'installe en octobre, fuyant les dettes et la misère de Lyon. Édouard, le père, est un homme sec d'une quarantaine d'années, ancien ouvrier métallurgiste tombé dans l'alcool après la fermeture de son usine. Son visage anguleux porte les stigmates d'une vie difficile, ses yeux gris reflétant une résignation amère. Marguerite, son épouse, conserve malgré tout une dignité fragile dans ses gestes précis et économes. Ses mains rougies par le travail trahissent pourtant une noblesse perdue, celle d'une éducation bourgeoise, engloutie par le mariage et la pauvreté. Leurs deux enfants, Émile et Juliette, âgés de 12 et 8 ans, découvrent avec curiosité cette nouvelle demeure qui sent la poussière et l'abandon. Le premier soir, la famille s'installe dans la cuisine aux murs noircis par la suie. Édouard tente d'allumer un feu dans l'âtre immense, mais le bois crépite faiblement, refusant de prendre malgré ses efforts. Une fumée épaisse envahit la pièce, forçant Marguerite à ouvrir la fenêtre. Le froid de la nuit entre aussitôt, portant avec lui un parfum étrange de terre remuée et de fleurs fanées. Les enfants, enveloppés dans des couvertures élimées, observent les ombres qui dansent sur les murs. Émile jure entendre des craquements au-dessus de leur tête, comme si quelqu'un marchait dans les combles. Marguerite lui ordonne de se taire d'un regard sévère, mais elle-même aperçut ce bruit régulier, ce pas lent qui semble arpenter l'étage supérieur. La nuit tombe complètement,
enveloppant la maison d'une obscurité dense que les chandelles peinent à percer. Le vent se lève, sifflant entre les tuiles disjointes, s'infiltrant par les fissures des murs. Mais ce qui trouble la famille, c'est autre chose, un souffle presque imperceptible qui semble venir des profondeurs de la maison elle-même. Marguerite installe les enfants dans une chambre à l'étage, où 2 lits de fer rouillés attendent. Le matelas sent le moisi, les draps sont humides malgré la saison. Juliette se blottit contre son frère, murmurant qu'elle a peur. Émile, faisant preuve d'un courage qu'il ne ressent pas, lui caresse les cheveux en promettant que tout ira bien. Mais dès que Marguerite quitte la pièce, la chandelle vacille. 1 fois, 2 fois, puis s'éteint brusquement, plongeant les enfants dans le noir. Juliette pousse un cri étouffé. Dans l'obscurité totale, ils perçoivent un froissement, comme si quelqu'un traînait un tissu lourd sur le plancher. Émile rallume la chandelle avec des mains tremblantes. La pièce est vide. Mais sur le mur opposé, là où la lumière vacillante ne parvient pas tout à fait, une ombre semble persister, plus dense que les autres, refusant de bouger malgré la flamme qui danse. En bas, Édouard boit au goulot d'une bouteille de vin âpre qu'il a achetée au village. L'alcool brûle sa gorge, apaise temporairement l'angoisse sourde qui lui serre la poitrine depuis leur arrivée. Marguerite range les quelques affaires qu'ils possèdent encore, ses gestes mécaniques trahissant une fatigue qui va bien au-delà du physique. Elle s'arrête soudain, l'oreille tendue. Un bruit vient de la cave, un grattement léger, comme des ongles sur la pierre. Édouard, trop ivre pour s'en soucier, marmonne que ce sont les rats. Mais Marguerite sait reconnaître le bruit des rongeurs. Ceci est différent, plus délibéré, plus humain. La première nuit s'étire, interminable. Aucun membre de la famille ne trouve vraiment le sommeil. Les craquements se poursuivent, réguliers, accompagnés parfois d'un son métallique, comme une chaîne que l'on traîne. Vers 3 heures du matin, alors que le silence devrait être total, un chant s'élève. Lointain, étouffé, presque inaudible, une voix de femme chevrotante, psalmodiant des paroles dans une langue que personne ne comprend. Marguerite se dresse dans le lit, le cœur battant. À côté d'elle, Édouard ronfle bruyamment, inconscient. Elle se lève, enfile un châle et s'avance dans le couloir obscur. Le chant semble venir de partout et de nulle part à la fois. Elle vérifie la chambre des enfants. Ils dorment, recroquevillés l'un contre l'autre. Le chant continue, puis s'arrête brusquement. Un silence oppressant retombe, plus inquiétant encore que le bruit. Au matin, la lumière grise d'octobre peine à réchauffer l'atmosphère. La maison semble encore plus froide que la veille, comme si les murs rejetaient toute chaleur. Édouard, souffrant d'une gueule de bois carabiné, sort inspecter les alentours. Le jardin est envahi par les ronces et les herbes folles. Un vieux puits au centre, sa margelle de pierre couverte de mousse, exhale une odeur putride. Il s'en approche, se penche prudemment. L'obscurité du fond est totale, impénétrable. Il ramasse un caillou, le laisse tomber.
Le silence se prolonge anormalement longtemps avant qu'un splash lointain ne résonne enfin, amplifié par l'étroitesse du conduit. Un frisson parcourt l'échine d'Édouard. Ce puits est bien trop profond pour être naturel. Marguerite tente d'organiser la maison, mais chaque pièce révèle des détails troublants. Dans le salon, un portrait ancien est accroché, représentant une femme au visage sévère, vêtue de noir, ses yeux sombres semblant suivre le regard. L'image est si réaliste qu'on croirait l'avoir respirée. Sur le cadre, une plaque en cuivre porte une inscription à demi effacée. Célestine Fontaine, 1823-1867. Marguerite frissonne. Quelque chose dans ce regard la met profondément mal à l'aise. Elle décroche le portrait et le retourne face au mur, mais une gêne persiste, comme si des yeux continuaient de l'observer. Les enfants explorent les combles, attirés par la curiosité enfantine. L'espace est encombré de malles poussiéreuses, de meubles brisés, de vieux vêtements rongés par les mites. Émile ouvre une malle et découvre des lettres jaunies, des photographies anciennes montrant des visages austères. Juliette trouve une poupée de porcelaine, son visage fissuré, un œil manquant. Elle la prend dans ses bras malgré son aspect sinistre. Au fond des combles, une porte basse, fermée par un verrou rouillé, attire leur attention. Émile tente de l'ouvrir, mais le verrou résiste. Une odeur nauséabonde s'échappe par les interstices, obligeant les enfants à reculer en se pinçant le nez. Ils redescendent rapidement, troublés par cette découverte. Le soir venu, la famille se réunit à nouveau dans la cuisine. Le feu brûle mieux cette fois, mais la chaleur ne parvient pas à dissiper le froid humide qui imprègne les murs. Édouard a ramené du village un peu de viande et de pain. Le repas est silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Juliette joue avec la poupée trouvée dans les combles, lui murmurant des secrets. Marguerite lui demande de la poser, mal à l'aise devant cet objet sinistre. Mais Juliette refuse, serrant la poupée contre elle avec une intensité inhabituelle. Ses yeux brillent d'une lueur étrange dans la lumière vacillante des chandelles. La nuit tombe à nouveau, et avec elle reviennent les phénomènes. Cette fois, ce sont des coups, sourds, réguliers, 3 coups, suivi d'un silence, puis 3 nouveaux coups. Cela provient des murs, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur même de la pierre. Édouard se lève, furieux, croyant à une farce du village. Il frappe à son tour contre le mur. Les coups s'arrêtent. Un silence absolu s'installe. Puis, lentement, 3 coups répondent. Exactement au même endroit où Édouard a frappé. Mais de l'autre côté du mur, un mur qui donne sur l'extérieur, un mur derrière lequel il ne peut y avoir personne. Marguerite sent la peur monter, froide et visqueuse. Elle rassemble les enfants, les garde près d'elle. Édouard, malgré son scepticisme affiché, pâlit. Il sort de la maison, lanterne à la main, contourne le bâtiment jusqu'au mur en question. Personne, aucune trace dans l'herbe humide. Il frappe à nouveau contre le mur extérieur. De l'intérieur, 3 coups répondent immédiatement. Impossible. Édouard recule, la lanterne tremblant dans sa main. Il rentre précipitamment, verrouille la porte, pousse un meuble devant. La famille se terre dans la cuisine, attendant l'aube avec angoisse. Mais cette nuit-là, les coups ne sont que le début. Vers minuit, la température chute brutalement. Leur souffle devient visible, de la buée s'échappe de leurs lèvres. Le feu dans l'âtre se recroqueville, comme aspiré, les flammes devenant bleues.
Une odeur envahit la pièce, écœurante, mélange de fleurs pourries et de chair avariée. Juliette, toujours agrippée à sa poupée, commence à chantonner. La même mélodie entendue la nuit précédente, les mêmes paroles incompréhensibles. Marguerite lui secoue l'épaule, mais la fillette continue, les yeux mi-clos, comme en transe. Émile hurle à sa sœur de s'arrêter, mais elle ne semble pas l'entendre. Le chant s'amplifie, la voix de Juliette se transformant, devenant plus grave, presque masculine. Puis elle s'effondre, inconsciente, la poupée roulant sur le sol. L'aube arrive enfin, mais elle n'apporte aucun réconfort. Juliette se réveille sans souvenir de la nuit, pâle et tremblante. Marguerite la serre contre elle, ses propres mains tremblant d'épuisement et de peur. Édouard, les yeux rouges et cernés, refuse d'admettre ce qu'ils ont vécu. Il parle d'hallucinations collectives, de fatigue, d'imagination, mais sa voix manque de conviction. Émile reste silencieux, fixant la poupée abandonnée sur le sol. Quelque chose dans son regard vide le fascine et le terrifie à la fois. Ce matin-là, Édouard décide de se rendre au village pour obtenir des informations sur la maison. Il laisse sa famille, promettant de revenir rapidement. Dans les ruelles de Roquemaure, il interroge les commerçants, les vieux assis devant le café. D'abord, personne ne veut parler. Les regards se détournent, les conversations s'interrompent à son approche. Finalement, une vieille femme, presque édentée, le saisit par le bras de ses doigts noueux. Elle murmure d'une voix rauque qu'il faut partir. Que cette maison est maudite depuis des générations, que les Fontaine ont tous fini tragiquement, que Célestine, la dernière de la lignée, s'est pendue dans les combles en 1867, qu'on a retrouvé son corps 3 semaines après, décomposé, mais que son visage souriait, un sourire hideux, comme si elle avait trouvé la paix dans la mort. La vieille ajoute que depuis, personne n'a pu rester dans cette maison plus de quelques semaines. Que des bruits, des apparitions, des phénomènes inexplicables chassent tous les occupants. Que le dernier locataire, un veuf avec son fils, est parti en pleine nuit il y a 5 ans, terrorisé, refusant d'expliquer ce qu'il avait vu. Que l'enfant n'a plus jamais parlé depuis. Édouard écoute, partagé entre l'incrédulité et une angoisse grandissante. Il remercie la vieille et s'éloigne rapidement, son esprit en ébullition. De retour à la maison, il trouve Marguerite en larmes. Pendant son absence, les phénomènes ont continué. Des objets se déplaçant seuls, une chaise glissant sur le sol sans raison. La poupée de Juliette retrouvée debout au centre de la cuisine alors que personne ne l'avait touchée. Et surtout, cette sensation constante d'être observé, d'une présence invisible qui les suit dans chaque pièce. Édouard raconte ce qu'il a appris. Marguerite insiste pour partir immédiatement, mais Édouard refuse. Ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont plus d'argent. Cette maison, aussi terrifiante soit-elle, est leur seul refuge. Les jours suivants s'écoulent dans une tension croissante. Les enfants ne jouent plus, restent prostrés, parlent à voix basse. Juliette semble obsédée par la poupée, refuse de s'en séparer, dort avec elle serrée contre sa poitrine. Émile, lui, passe des heures à fixer le portrait de Célestine que Marguerite a fini par redécrocher et cacher dans une armoire.
Mais chaque matin, ils le retrouvent accroché au mur, toujours à la même place. Après 3 tentatives infructueuses pour s'en débarrasser, ils abandonnent. Le regard de Célestine continue de les suivre, impitoyable. Les nuits deviennent un cauchemar. Les coups dans les murs se multiplient, accompagnés de bruits de chaînes, de gémissements sourds. La température chute systématiquement après minuit. Leurs souffles deviennent visibles. Le givre se forme sur les vitres de l'intérieur. Le feu refuse de brûler normalement, les flammes bleues dansant d'une manière hypnotique. Et toujours, cette odeur de pourriture qui s'intensifie chaque nuit. Marguerite a trouvé sur le sol de la cuisine des traces humides, ressemblant à des empreintes de pas. Mais ces empreintes ne viennent de nulle part et ne mènent nulle part, apparaissant simplement au centre de la pièce. Édouard, désespéré, commence à boire de plus en plus. L'alcool est son seul refuge face à l'incompréhensible. Il passe ses journées prostrées, refusant de parler, ses yeux vides fixant le vide. Marguerite se bat seule pour maintenir un semblant de normalité, mais elle sent ses forces l'abandonner. Les enfants maigrissent, leur peau devient translucide. Ils dorment mal, réveillés par des cauchemars qu'ils refusent de raconter. Juliette a développé une habitude troublante. Elle parle à sa poupée, comme si celle-ci lui répondait. Marguerite l'a surprise plusieurs fois en pleine conversation, hochant la tête comme si elle écoutait des instructions. Un soir, alors que la famille est réunie dans la cuisine, la porte de la cave s'ouvre brusquement. Personne ne l'a touchée. Elle était verrouillée de l'extérieur. Pourtant, elle bait maintenant, révélant l'escalier sombre qui plonge dans les profondeurs. Un courant d'air glacé en sort, portant cette odeur familière de terre et de décomposition. Édouard se lève, chancelle, s'approche prudemment. Il saisit une chandelle et commence à descendre les marches de pierre glissantes. Marguerite lui crie de revenir, mais il l'ignore. Les enfants se serrent l'un contre l'autre, terrifiés. Les pas d'Édouard résonnent dans l'escalier, de plus en plus lointain. Puis, silence. Marguerite attend, le cœur battant. 1 minute, 2, 5. Soudain, un hurlement monte de la cave. Inhumain. Déchirant. Édouard remonte en courant, le visage livide, les yeux exorbités. Il bafouille des mots incompréhensibles, pointe un doigt tremblant vers les profondeurs. Il a vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Il refuse d'en dire plus, se recroqueville dans un coin, tremblant comme un enfant. Cette nuit-là marque un tournant. Les phénomènes ne se contentent plus de manifester leur présence. Ils deviennent agressifs. Vers 2 heures du matin, un bruit assourdissant réveille toute la maisonnée. Dans la chambre des enfants, tous les meubles ont été renversés. Les lits sont retournés, les vêtements éparpillés, les quelques jouets brisés. Et sur le mur, tracé avec une substance sombre ressemblant à du sang, un message « Partez ». Les lettres irrégulières, tremblantes, semblent avoir été tracées par une main incertaine. Marguerite saisit ses enfants, les emmène dans leur chambre, pousse l'armoire devant la porte. Édouard, hébété, ne réagit pas. Le lendemain, Marguerite décide de consulter le curé du village.
Elle laisse les enfants avec Édouard, encore sous le choc, et descend jusqu'à l'église. Le père Augustin, un homme rond au visage bonhomme, l'écoute avec patience. Son expression change progressivement, passant de la bienveillance à l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemble à de la peur. Il connaît l'histoire de la maison Fontaine, il sait que des choses inexplicables s'y produisent, mais il est un homme de science, autant que de foi, et il hésite à valider ses superstitions paysannes. Néanmoins, devant le désespoir de Marguerite, il accepte de venir bénir la maison. 2 jours plus tard, il gravit le chemin escarpé, vêtu de sa soutane, portant son goupillon et son eau bénite. La maison semble l'attendre, silencieuse et menaçante. Dès qu'il franchit le seuil, il ressent une oppression, comme si l'air lui-même était hostile. Il commence sa bénédiction, aspergeant chaque pièce, récitant ses prières en latin. Dans la cuisine, l'eau bénite grésille en touchant le sol, s'évaporant en fumée. Le père Augustin pâlit mais continue. Au moment où il entre dans le salon, le portrait de Célestine se décroche violemment et s'écrase à ses pieds. Le verre du cadre éclate, blessant légèrement sa main. Il recule, troublé. Il monte à l'étage, bénit les chambres. Dans celle des enfants, une force invisible semble repousser l'eau bénite. Les gouttelettes restent suspendues en l'air un instant, puis retombent sans toucher le sol, comme si une barrière invisible les arrêtait. Le père Augustin transpire, sa voix tremble en récitant les prières. Quand il arrive devant la porte condamnée des combles, celle que les enfants ont découverte, il hésite. Marguerite lui explique qu'ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Le prêtre s'approche, pose sa main sur le verrou. Celui-ci s'ouvre brutalement, le projetant en arrière. La porte grince, s'entr'ouvre lentement. Une puanteur insoutenable s'échappe, obligeant tout le monde à reculer. Le père Augustin, malgré sa peur, s'avance et pousse la porte complètement. La pièce révélée est petite, sombre. Un ray de lumière filtrant par une lucarne éclaire faiblement un spectacle macabre. Au centre, suspendue à une poutre, une corde pourrie pend encore. Le sol est jonché d'ossements d'animaux, de bougies consumées, de symboles tracés à la craie. Sur les murs, des inscriptions dans une langue inconnue, des dessins représentant des figures démoniaques. C'est ici que Célestine Fontaine pratiquait ses rituels. C'est ici qu'elle s'est pendue. Et visiblement, quelque chose subsiste de sa présence. Le père Augustin recule, horrifié. Il descend précipitamment, bredouille quelques excuses à Marguerite et quitte la maison presque en courant. Avant de partir, il lui dit qu'il ne peut rien faire, que ce qui hante cette maison est au-delà de son pouvoir, qu'ils doivent partir au plus vite. Marguerite le supplie, mais il s'éloigne déjà, pressant le pas, comme si le diable lui-même était à ses trousses. Abandonnée par l'Église, sans ressources, la famille Duchamp est prisonnière. Prisonnière de leur pauvreté, prisonnière de cette maison qui semble se nourrir de leur peur. Les jours s'écoulent dans une atmosphère d'angoisse permanente. Édouard ne sort plus de son lit, prostré, murmurant des paroles incohérentes. Marguerite gère seule la maisonnée, s'efforçant de maintenir une routine, de préparer des repas que personne ne mange vraiment. Les enfants dépérissent, visiblement. Juliette ne lâche plus sa poupée, lui parle constamment, rit parfois d'un rire aigu qui glace le sang. Émile reste des heures immobile, fixant les murs comme s'il y voyait des choses invisibles aux autres. Les phénomènes s'intensifient.
Ce ne sont plus seulement des bruits, des objets déplacés. C'est une présence palpable, malveillante, qui se manifeste de plus en plus ouvertement. Des ombres se déplacent dans les couloirs, des silhouettes humaines qui disparaissent quand on les regarde directement. Des voix murmurent dans les pièces vides, des conversations inaudibles mais distinctes. La nuit, des pas lourds montent et descendent les escaliers, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Les portes s'ouvrent et se ferment seules, les fenêtres claquent malgré l'absence de vent. Un soir, Marguerite prépare le dîner quand elle sent un souffle froid sur sa nuque. Elle se retourne brusquement. Personne. Mais dans le reflet de la vitre, elle aperçoit furtivement une silhouette derrière elle. Une femme vêtue de noir, le visage émacié, les yeux creux. Célestine. Marguerite pousse un cri, se retourne à nouveau. Rien. Elle regarde à nouveau le reflet. La silhouette est toujours là, immobile, la fixant avec une intensité terrifiante. Marguerite ferme les yeux, respire profondément, les rouvre. Le reflet a disparu. Mais l'odeur de fleurs pourries persiste, écœurante. Cette nuit-là, Juliette se lève en plein sommeil. Elle descend les escaliers, toujours serrant sa poupée, les yeux ouverts mais vides. Marguerite, réveillée par un pressentiment, la suit discrètement. La fillette traverse la cuisine, se dirige vers la porte de la cave. Elle l'ouvre sans difficulté alors qu'elle était pourtant verrouillée. Elle commence à descendre les marches dans l'obscurité totale. Marguerite se précipite, la saisit par le bras. Juliette se débat avec une force surprenante, griffe le visage de sa mère, tente de continuer sa descente. Marguerite hurle, réveillant Émile. Ensemble, ils parviennent à ramener Juliette, qui se débat et hurle dans une langue inconnue. Puis, soudain, elle s'effondre, inconsciente. Le lendemain, Juliette ne se souvient de rien, mais ses mains portent des traces de terre, comme si elle avait creusé. Marguerite examine la poupée avec attention pour la première fois. Sous la crasse et la poussière, elle découvre une inscription gravée sous la robe « Amélie Fontaine, 1859 ». Cette poupée a appartenu à la famille. Cette poupée a peut-être appartenu à Célestine enfant. Marguerite veut la détruire, la brûler, mais Juliette entre dans une crise de rage incontrôlable à cette idée. Elle menace, pleure, supplie. Marguerite cède, épuisée. Édouard, lui, sombre dans la folie. Il parle seul, répond à des voix que personne d'autre n'entend. Il a perdu tout sens de l'hygiène, ne se lave plus, ne se rase plus. Son regard est vitré, absent. Marguerite essaie de le ramener à la raison, mais il la repousse violemment. Un soir, elle le trouve dans la cave, accroupi dans un coin, grattant la terre avec ses ongles. Il murmure qu'il cherche quelque chose. Que quelqu'un lui a dit de chercher, qu'il doit trouver. Marguerite tente de le ramener en haut, mais il refuse de bouger. Elle abandonne, terrorisée par la transformation de son mari. Les villageois commencent à parler. On murmure que la famille de la maison Fontaine est maudite, qu'ils ne survivront pas. Certains, plus compatissants, apportent discrètement de la nourriture, la laissant sur le pas de la porte sans frapper. D'autres font des signes de croix en passant devant le chemin menant à la demeure. Le maire du village envisage d'intervenir, mais que peut-il faire? Forcer une famille à quitter une maison qu'il loue légalement. Et pour aller où? Non, mieux vaut attendre. Attendre qu'ils partent d'eux-mêmes,
ou que la maison en finisse avec eux comme elle l'a fait avec tous les autres. Une nuit, le pire se produit. Vers 3 heures du matin, Marguerite est réveillée par un hurlement déchirant. Elle se précipite dans la chambre des enfants. Émile est debout au milieu de la pièce, pointant du doigt le mur. Sur celui-ci, éclairé par la lune qui filtre à travers la fenêtre, une ombre immense se dessine. Mais cette ombre ne correspond à rien dans la pièce. Elle est autonome, se mouvant lentement, prenant la forme d'une silhouette humaine démesurée. Et cette silhouette semble avancer vers eux, sortant littéralement du mur, devenant tridimensionnelle. Marguerite saisit ses enfants, les tire hors de la chambre, claque la porte. Mais la porte se rouvre immédiatement, projetée avec violence. L'ombre les suit dans le couloir. Marguerite dévale les escaliers, les enfants dans ses bras, poursuivie par cette présence qui semble les traquer. Elle atteint la cuisine, barre la porte avec une chaise. L'ombre glisse sous la porte, se matérialisant de l'autre côté. Marguerite hurle, appelle Édouard, mais aucune réponse ne vient de la cave. L'ombre grandit, s'élève jusqu'au plafond, ses contours devenant plus nets. Un visage se dessine, celui de Célestine Fontaine, mais déformé, grimaçant, la bouche ouverte sur un cri silencieux. Les yeux, noirs et vides, fixent Marguerite avec une haine palpable. La température chute brutalement. Le givre se forme instantanément sur toutes les surfaces. Le souffle de Marguerite et des enfants devient visible, épais. Les chandelles s'éteignent d'un coup, plongeant la pièce dans l'obscurité. Seule la lueur lunaire filtre faiblement par la fenêtre. Dans cette semi-obscurité, l'ombre de Célestine brille d'une lumière phosphorescente, verdâtre. Elle avance, flottant à quelques centimètres du sol. Marguerite recule, protégeant ses enfants de son corps. Elle prie à voix haute, récitant les prières apprises dans son enfance, mais sa voix tremble, se brise. L'apparition s'arrête à quelques mètres, sa bouche s'ouvre davantage et une voix en sort. Caverneuse, multiple, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Cette maison est mienne, vous êtes les intrus. Les mots résonnent dans la tête de Marguerite plus qu'ils ne sont réellement entendus. Partez ou rejoignez-moi dans les ténèbres. Puis l'apparition tend un bras squelettique vers Juliette. La fillette, comme hypnotisée, commence à avancer. Marguerite la retient de toutes ses forces, mais Juliette se débat, tend elle aussi les bras vers l'ombre. Maman, elle m'appelle, elle dit qu'elle a besoin de moi, que je dois venir. Marguerite gifle sa fille, tentant de briser le sortilège. Juliette cligne des yeux, semble reprendre conscience, puis éclate en sanglots. L'apparition émet un son horrible, entre le rire et le hurlement, puis elle se dissipe brusquement, comme aspirée par les murs. La lumière des chandelles revient spontanément. La température remonte légèrement, mais l'odeur de pourriture persiste, plus forte que jamais. Au matin, Marguerite prend une décision. Ils doivent partir. Peu importe où, peu importe comment, rester ici signifie la mort, ou pire. Elle descend dans la cave chercher Édouard. Elle le trouve allongé sur le sol de terre battue, les mains ensanglantées. Autour de lui, il a creusé frénétiquement, créant un trou peu profond. Dans ce trou, quelque chose brille faiblement. Marguerite s'approche, éclaire avec sa chandelle. C'est une boîte métallique, rouillée, à moitié enterrée.
Édouard marmonne, les yeux révulsés, qu'elle lui a dit de creuser. Que c'est là, que tout est là. Marguerite extrait la boîte. Elle est lourde, fermée par un cadenas corrodé. Elle la remonte à la cuisine, la pose sur la table. Édouard la suit, hagard. Avec un marteau, elle brise le cadenas. La boîte s'ouvre. À l'intérieur, des objets hétéroclites, des cheveux attachés par des rubans décolorés, des dents humaines, des fragments d'os. Des photographies jaunies montrant Célestine à différents âges, et un journal intime au cuir craquelé. Marguerite ouvre le journal avec des mains tremblantes. L'écriture est fine, élégante, mais les mots sont terrifiants. Célestine y décrit ses expériences avec l'occultisme, ses tentatives de communiquer avec l'au-delà. Elle parle de sacrifices d'animaux, de rituels interdits pratiqués dans les combles. Elle mentionne qu'elle a ouvert une porte, qu'elle a établi un contact. Que des entités lui parlent, lui promettent le pouvoir, la connaissance. Mais les dernières entrées, datées de 1867, montrent une descente dans la folie. Célestine écrit qu'elle ne contrôle plus rien, que les entités veulent sortir, qu'elle réclame des corps, qu'elle doit leur offrir le sien. La dernière phrase, tracée d'une main tremblante, glace le sang de Marguerite. Aujourd'hui, je leur ouvre la porte. Je deviens le passage. Cette maison sera éternellement leur domaine. Marguerite comprend. Célestine ne s'est pas simplement suicidée. Elle s'est sacrifiée pour ancrer ces entités dans la maison. Son âme tourmentée est devenue le gardien de cette porte entre les mondes. Et depuis 30 ans, elle attire, piège, consume tous ceux qui osent habiter ici. La maison n'est pas simplement hantée. Elle est un portail, un point de passage pour des forces anciennes et malveillantes. Marguerite referme le journal, le cœur battant. Elle regarde ses enfants, épuisés, terrifiés. Elle regarde Édouard, brisé, perdu. Elle prend sa décision. Ils partiront ce soir même. Peu importe qu'il fasse nuit. Peu importe qu'ils n'aient nulle part où aller. Rester une nuit de plus signifie risquer leurs âmes. Elle commence à rassembler quelques affaires, le strict minimum. Les enfants l'aident en silence, comprenant la gravité de la situation. Mais la maison ne les laissera pas partir si facilement. Alors que le crépuscule tombe, que Marguerite vérifie une dernière fois leur maigre bagage, tous les volets claquent simultanément, se verrouillant de l'intérieur. Les portes se ferment avec violence. Les clés tournent d'elles-mêmes dans les serrures. Marguerite se précipite vers la porte d'entrée, tente de l'ouvrir. Impossible. Elle frappe, hurle, mais la porte ne bouge pas d'un millimètre. Les fenêtres sont également bloquées. Ils sont enfermés. La nuit tombe complètement. Et avec elle commence la manifestation la plus violente, la plus terrifiante que la famille ait jamais connue. Car cette nuit, Célestine ne se contentera plus de les effrayer. Cette nuit, elle réclamera ce qui lui est dû. L'obscurité envahit la maison comme une entité vivante, épaisse et oppressante. Marguerite allume frénétiquement toutes les chandelles qu'elle peut trouver, mais leurs flammes vacillent dangereusement, menaçant de s'éteindre à chaque instant. Édouard s'est recroquevillé dans un coin de la cuisine, tenant le journal de Célestine contre sa poitrine comme un talisman dérisoire. Les enfants se serrent l'un contre l'autre, Juliette tenant toujours sa maudite poupée. Émile fixe le plafond où des ombres dansent de manière autonome,
créant des formes hideuses. Le premier signe vient du grenier. Un martèlement régulier, rythmé comme des pas de danse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La valse macabre résonne à travers toute la structure de la maison, faisant vibrer les poutres. Puis, une voix s'élève, chevrotante, chantant une mélodie ancienne dans une langue que Marguerite identifie comme de l'occitan archaïque. Les paroles sont indistinctes, mais leur tonalité est profondément perturbante, évoquant des choses anciennes et oubliées. Soudain, les chandelles s'éteignent toutes simultanément. L'obscurité est totale, absolue. Marguerite entend ses enfants sangloter, sent leur petit corps trembler contre elle. Puis, progressivement, une lueur apparaît, une phosphorescence verdâtre qui semble émaner des murs eux-mêmes. La peinture écaillée brille d'une lumière maladive, révélant des motifs qui n'étaient pas visibles auparavant. Des symboles occultes, des signes kabbalistiques tracés directement sur la pierre, cachés sous des décennies de badigeons. La température chute si brutalement que la condensation de leur souffle se transforme instantanément en minuscules cristaux de glace qui teintent en tombant au sol. Le givre recouvre les surfaces, dessinant des motifs complexes, presque délibérés. Marguerite distingue dans ces arabesques givrées des visages, des silhouettes, des scènes qui semblent raconter une histoire. L'histoire de Célestine, sa descente dans la folie, ses rituels, sa mort. Un craquement assourdissant retentit. L'escalier menant au comble se met en mouvement, chaque marche gémissant sous un poids invisible qui descend lentement. Marguerite fixe l'obscurité du couloir, d'où proviennent maintenant ces pas mesurés, réguliers. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le rythme de valse continue, implacable, et dans la lueur verdâtre, une silhouette se matérialise progressivement. C'est Célestine, mais ce n'est plus seulement une ombre, c'est une apparition presque tangible. Son corps émacié flotte à quelques centimètres du sol, vêtu de la robe noire dans laquelle elle est morte. Sa peau est d'une pâleur cadavérique, presque translucide, laissant deviner les os et les veines en dessous. Ses cheveux pendent en mèches graisseuses autour de son visage, mais ce sont ses yeux qui sont le plus terrifiants, noirs, entièrement noirs, sans blanc ni pupille, des puits d'obscurité absolue qui semblent absorber la lumière. Et autour de son cou, la marque de la corde qui l'a tué, une cicatrice violacée profondément enfoncée dans la chair. Elle avance dans la cuisine, glissant silencieusement. Sa présence semble aspirer l'air, rendant la respiration difficile. Marguerite veut hurler, mais aucun son ne sort de sa gorge. Célestine s'arrête au centre de la pièce, son regard noir balayant la famille terrifiée. Puis elle parle. Sa voix n'est pas simplement entendue, elle résonne directement dans les têtes, multiples et cacophoniques, comme si une douzaine de voix parlaient simultanément. Vous avez profané ma demeure, vous avez touché à mes secrets. Maintenant, vous en paierez le prix. Édouard émet un gémissement animal, se recroqueville davantage. Célestine tourne son visage vers lui et un rictus déforme sa bouche. Toi, l'ivrogne pathétique, tu as ouvert la boîte. Tu as lu mon journal.
Tu as libéré ce qui était contenu. Elle tend une main squelettique vers lui. Édouard hurle, se débat, mais une force invisible le saisit, le soulève du sol. Il flotte dans les airs, ses membres s'agitant inutilement, ses yeux exorbités de terreur. Marguerite retrouve soudain sa voix. « Non, laissez-le, prenez-moi, mais laissez-le !» Elle se jette en avant, tentant d'attraper son mari, mais une barrière invisible la repousse violemment, la projetant contre le mur. Elle s'effondre, le souffle coupé. Célestine rit, un son horrible qui fait vibrer les vitres. « Tu n'as rien à offrir qui m'intéresse, femme. Mais eux... » Son regard se pose sur les enfants. Eux sont jeunes, innocents. Leur âme brillera si joliment dans l'obscurité. Juliette, toujours serrant sa poupée, se lève soudain. Ses yeux ont changé. Ils sont vitreux, vides, comme ceux d'une somnambule. Elle avance vers Célestine d'une démarche raide. « Je viens », dit-elle d'une voix monocorde. Amélie m'a dit de venir. Amélie dit que je dois rester ici, que je dois prendre sa place. Marguerite hurle le nom de sa fille, se relève péniblement, tente de la rattraper. Mais à nouveau, cette force invisible la retient, l'empêche d'avancer. Célestine tend les bras vers Juliette et la fillette s'en approche sans hésitation. « Oui, petite, viens, deviens le nouveau réceptacle, perpétue le cycle. Cette maison a besoin d'une enfant. Amélie était la mienne, tu seras la tienne. » Les doigts spectraux de Célestine effleurent le visage de Juliette. Au contact, la peau de la fillette pâlit, ses lèvres deviennent bleues. Elle vacille, ses yeux se révulsent. C'est Émile qui brise le sort. Le garçon, voyant sa sœur en danger, se lève d'un bond. Il saisit une chandelle éteinte posée sur la table et la brandit comme une arme dérisoire. « Laissez-la tranquille !» hurle-t-il avec toute la bravoure de ses 12 ans. Il charge vers Célestine. Le spectre tourne son visage vers lui, surprise par cette audace. Pour un instant, la concentration de l'entité vacille. Édouard retombe lourdement au sol. Juliette cligne des yeux, semble reprendre légèrement conscience. Marguerite profite de ce moment. Elle bondit en avant, saisit Juliette, la tire en arrière. Célestine pousse un hurlement de rage qui fait éclater toutes les vitres de la cuisine. Des éclats de verre volent dans toutes les directions. Marguerite protège ses enfants de son corps, sentant les coupures lacérer son dos. Le spectre grandit soudain, s'étirant jusqu'à toucher le plafond. Son visage se déforme, devient monstrueux, la mâchoire s'ouvrant sur une cavité remplie de ténèbres. « Vous ne pouvez pas me défier, cette maison m'appartient, vos âmes m'appartiennent. » La voix de Célestine n'est plus humaine. C'est un grondement primordial qui semble venir des entrailles de la terre. Les murs se mettent à saigner. Un liquide sombre et visqueux suinte entre les pierres, dégoulinant sur le sol. L'odeur de pourriture devient insoutenable, provoquant des hauts le cœur. Édouard, dans un dernier sursaut de lucidité, saisit le journal de Célestine. « Le feu !» crie-t-il à Marguerite. « Le journal ! Il faut brûler le journal !» Il se traîne vers la cheminée où subsistent quelques braises mourantes. Célestine comprend instantanément. « Non !» Son hurlement fait trembler les fondations même de la maison. Elle se précipite vers Édouard, sa forme devenant un tourbillon d'ombre et de rage. Mais Édouard, avec la dernière once de force qui lui reste, lance le journal dans les braises. Les pages anciennes s'embrasent immédiatement, les flammes dévorant avidement l'encre et le cuir.
Célestine se fige, son hurlement devenant un gémissement aigu et déchirant. Son corps spectral commence à se fragmenter, des fissures lumineuses apparaissant sur sa forme. Non, non, mon ancre, ma vie. La maison entière convulse. Les meubles sont projetés dans tous les sens, les pierres des murs se décèlent, tombent en cascade. Le plafond craque dangereusement. Marguerite rassemble ses enfants et Édouard les pousse vers la porte d'entrée. Miraculeusement, celle-ci s'ouvre, comme si les chaînes invisibles qui la retenaient s'étaient brisées. « Courez !» hurle-t-elle. « Courez et ne vous retournez pas !» La famille se précipite dehors dans la nuit froide. Derrière eux, la maison semble s'effondrer sur elle-même. Les fenêtres explosent, projetant des gerbes de lumière verdâtre. Le toit s'affaisse dans un fracas assourdissant. Et au milieu de ce chaos, le hurlement de Célestine continue, de plus en plus faible, de plus en plus désespéré, jusqu'à n'être qu'un murmure porté par le vent. Il court dans la nuit, trébuchant sur le chemin pierreux, les branches des arbres griffant leur visage. Ils ne s'arrêtent que lorsqu'ils atteignent les premières maisons du village, s'effondrant sur la place, haletants, ensanglantés, mais vivants. Derrière eux, sur la colline, la maison fontaine brûle. Non d'un feu normal, mais d'une flamme verdâtre et spectrale qui illumine la nuit d'une lueur maladive. Les villageois sortent de leur maison, attirés par le vacarme. Ils observent l'incendie, silencieux, comprenant que quelque chose de définitif est en train de se produire. Le père Augustin s'agenouille et prie. D'autres l'imitent. Marguerite serre ses enfants contre elle, les larmes coulant sur ses joues coupées. Édouard, le regard perdu, murmure des excuses incompréhensibles. L'aube se lève sur Roquemort, froide et grise. La famille Duchamp est hébergée provisoirement dans une grange transformée en refuge par la charité du village. Marguerite a passé la nuit à soigner les blessures de ses enfants, désinfectant les coupures avec l'alcool que le médecin local a fourni. Édouard, lui, est resté prostré, fixant le vide, son esprit semblant avoir basculé dans un lieu d'où il ne reviendra peut-être jamais complètement. À la lumière du jour, la famille monte jusqu'aux ruines de la maison. Ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. La structure a presque entièrement disparu. Il ne reste que des décombres noircis, des pans de murs effondrés, la charpente carbonisée, mais ce n'est pas un incendie normal qui a fait cela. Les pierres elles-mêmes semblent avoir été corrodées, rongées de l'intérieur. Le sol autour de la maison est craquelé, stérile, comme si toute vie en avait été aspirée. Au centre des ruines, là où se trouvait la cuisine, Marguerite distingue quelque chose qui brille faiblement au soleil. Elle s'approche prudemment, écarte des débris. C'est la boîte métallique, intacte. Malgré l'effondrement, malgré le feu, elle n'a pas une égratignure. Marguerite hésite, puis la saisit. Elle est étrangement froide au toucher. À l'intérieur, les objets macabres sont toujours là. Les cheveux, les dents, les os. Mais le journal a disparu, consumé. Il ne reste que des cendres qui s'envolent au moindre souffle. Un bruit la fait sursauter. C'est le père Augustin, accompagné du maire et de quelques notables du village.
Le prêtre observe les ruines avec un mélange de soulagement et d'appréhension. « C'est fini ?» demande-t-il d'une voix hésitante. Marguerite hoche la tête, mais elle n'en est pas certaine. Comment peut-on être certain quand on a affronté l'incompréhensible? Le maire propose immédiatement de l'aide. La famille recevra un toit temporaire, de la nourriture, des vêtements. Le village, malgré sa pauvreté, s'organise pour soutenir ses survivants. Mais Marguerite voit dans leur regard une autre vérité. Ils veulent que la famille parte, rapidement, car leur présence rappelle des choses que le village préfère oublier. La maison Fontaine était le secret honteux de Roquemaure, et sa destruction, bien que nécessaire, ravive des souvenirs douloureux. Dans les jours qui suivent, Marguerite apprend l'histoire complète. Célestine Fontaine n'était pas la première. La famille pratiquait l'occultisme depuis des générations. Le père de Célestine, Adrien Fontaine, était un alchimiste réputé dans la région, consultant en secret par des nobles pour des questions de transmutation et de divination. Sa femme, Héloïse, était une guérisseuse qui utilisait des méthodes peu orthodoxes, mêlant prières chrétiennes et rituels païens. Célestine avait grandi dans cet environnement, absorbant ses connaissances interdites comme une éponge. Mais Célestine était allée plus loin que ses parents, beaucoup plus loin. Dans sa quête de pouvoir et de connaissance, elle avait ouvert des portes qui n'auraient jamais dû l'être. Les entités qu'elle avait contactées n'étaient pas des esprits bienveillants, mais des choses anciennes, affamées, piégées entre les mondes. Et quand elle avait compris qu'elle ne pouvait plus les contrôler, qu'elle la dévorait de l'intérieur, elle avait fait le choix ultime, se sacrifier pour les ancrer, devenir elle-même la prison et le gardien. Pendant 30 ans, son esprit tourmenté était resté dans cette maison, attirant les vivants, se nourrissant de leur peur, tentant de trouver un remplaçant. Amélie, sa fille morte en bas âge, était devenue une extension de sa volonté, un appât pour attirer d'autres enfants. La poupée que Juliette avait trouvée était le dernier lien tangible avec cet enfant disparu, imprégné de l'essence même du malheur de la famille Fontaine. Marguerite prend une décision. Elle descend seule jusqu'à la rivière, portant la boîte métallique et la poupée maudite. Sur la berge, elle construit un petit bûcher avec des branches mortes. Elle place les objets dessus, asperge le tout d'huile de lampe et allume le feu. Cette fois, les flammes sont normales, orangées, crépitantes. Les objets se consument lentement. Les cheveux brûlent en dégageant une fumée âcre. Les dents éclatent dans la chaleur. Les os se réduisent en cendres. La poupée se tord, sa porcelaine craquelant, son unique œil fondant. Marguerite reste là, immobile, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis, elle disperse les cendres dans la rivière, regardant le courant les emporter, espérant que cela suffira à briser définitivement le cycle. Édouard ne s'est jamais vraiment remis. Les médecins parlent de choc nerveux, de trauma profond. Il reste des heures silencieux, sursautant au moindre bruit, refusant de dormir dans une pièce sans lumière. Marguerite doit accepter la réalité. Son mari est brisé. L'homme qu'elle a épousé n'existe plus. Ce qui reste est une coquille vide, habitée par la peur. Juliette, étrangement, semble la moins affectée. Une fois la poupée détruite,
Elle a rapidement retrouvé son comportement d'enfant normal. Elle joue, rit, semble avoir oublié les horreurs vécues, mais parfois, Marguerite la surprend à fixer le vide, une expression étrange sur le visage. Et la nuit, elle l'entend murmurer dans son sommeil des mots dans cette langue inconnue, celle que parlait Célestine. Marguerite ne dit rien, espère que c'est temporaire, que le temps effacera ses dernières traces. Émile, lui, est devenu silencieux, grave. Il a vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses yeux portent une connaissance trop lourde pour son âge. Il aide sa mère sans qu'on le lui demande, veille sur sa sœur avec une vigilance constante, mais il ne sourit plus. L'enfance insouciante lui a été volée, remplacée par une maturité forcée et douloureuse. 3 semaines après l'effondrement de la maison, la famille Duchamp quitte Roquemaure. Le village leur a collecté assez d'argent pour un billet de train vers Marseille, où des cousins éloignés de Marguerite ont accepté de les héberger temporairement. Sur le quai de la petite gare, les villageois les saluent avec un mélange de compassion et de soulagement. Le père Augustin bénit la famille, leur souhaite de trouver la paix. Marguerite le remercie, sachant qu'elle ne la trouvera probablement jamais. Dans le train qui s'éloigne, Marguerite regarde par la fenêtre le paysage défiler. Les collines du Languedoc s'estompent progressivement. Elle pense à la maison, ou plutôt à ce qu'il en reste. Les autorités ont décidé de laisser les ruines telles quelles, interdisant l'accès par une clôture sommaire. La terre appartient désormais à la commune, mais personne ne sait qu'en faire. Certains parlent de la raser complètement, de saler le sol pour qu'aucune végétation n'y pousse plus jamais. D'autres pensent qu'il faut simplement laisser la nature reprendre ses droits, enterrer le passé sous les ronces et l'oubli. Mais Marguerite sait une chose, elle sait que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. Que certaines forces, une fois éveillées, ne se rendorment jamais totalement, et que la maison Fontaine, même réduite en cendres, continuera d'exercer son influence sombre sur la vallée. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de manière évidente, mais elle est là, une cicatrice dans le tissu de la réalité, un point de faiblesse où le voile entre les mondes reste éternellement fin. Les années passent. La famille Duchamp se reconstruit lentement à Marseille. Marguerite trouve du travail comme couturière, ses doigts habiles lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Édouard est placé dans un asile, où il reste jusqu'à sa mort en 1905, emporté par une pneumonie. Il n'a jamais vraiment parlé de ce qu'il a vu dans la cave cette nuit-là. Ses derniers mots, murmurés à l'infirmière qui le soignait, furent « Elle m'attend. Elle m'a toujours attendu ». Émile grandit pour devenir un homme sérieux, rationnel à l'excès. Il refuse catégoriquement de parler de Roquemaure, enterrant ses souvenirs si profondément qu'il semble ne plus exister. Il devient comptable, se marie avec une femme pragmatique, a des enfants auxquels il ne raconte jamais de contes de fées, seulement des histoires vraies, vérifiables. Il meurt en 1954 d'une crise cardiaque, emportant ses secrets dans la tombe. Juliette, en revanche, développe des dons étranges.
Elle affirme voir des choses que les autres ne voient pas, entendre des voix, sentir des présences. D'abord, Marguerite s'inquiète, craint que sa fille ne soit marquée définitivement par Célestine. Mais avec le temps, elle comprend que ce n'est pas de la folie. Juliette possède une sensibilité particulière, une capacité à percevoir ce qui se cache au-delà du voile. Elle devient médium, consultant en privé des gens désespérés, cherchant à communiquer avec leurs défunts. Elle ne demande jamais d'argent, considérant son don comme un fardeau autant qu'un privilège. En 1920, Juliette, désormais adulte, décide de retourner à Roquemaure. Elle ne l'a jamais dit à sa mère, sachant que cela l'angoisserait terriblement. Elle prend le train seule, portant un petit sac contenant quelques affaires et une mission personnelle. Elle doit savoir si c'est vraiment terminé, savoir si Célestine a trouvé le repos, savoir si la porte est vraiment fermée. Le village a changé. La Grande Guerre est passée par là, emportant de nombreux hommes. Les femmes en noir sont partout, leurs voiles de deuil créant des ombres mouvantes dans les ruelles. Le père Augustin est mort, remplacé par un jeune prêtre qui ne connaît pas l'histoire. La plupart des villageois qui se souvenaient de 1897 sont décédés ou sont partis. Seuls quelques anciens, assis devant le café, reconnaissent Juliette. Leurs regards se détournent rapidement, mal à l'aise. Juliette monte le chemin familier vers les ruines. En 23 ans, la nature a effectivement repris ses droits. Des ronces épaisses recouvrent les décombres. Des arbres ont poussé à travers les pierres effondrées. La clôture installée par la commune est rouillée, brisée en plusieurs endroits. Un panneau décoloré avertit « Propriété communale, accès interdit, danger ». Juliette l'ignore et entre. Au centre de ce qui fut la cuisine, là où elle se souvient avoir failli être prise par Célestine,